Bienvenue à tous. Merci d'être présents pour ce keynote Microsoft sur le thème du distributeur de produits au distributeur de services. Comment innover grâce au digital et au design de services. Ou bien comment on passe d'une entreprise qui vend des produits à vendre des services à très forte valeur ajoutée. J'ai pour cela le plaisir d'accueillir Chendo Lu, responsable expérience utilisateur chez Microsoft, et Nicolas Suchot, consultant business innovation également chez Microsoft. Merci. Bonjour, tout d'abord merci à vous d'être présents avec nous aujourd'hui. Donc je vais reprendre une brève présentation. Donc Chendo Lu, moi je suis responsable marketing, expérience utilisateur et business insight, donc tout ce qui tourne autour de la donnée pour l'entreprise. Et on va effectivement vous parler aujourd'hui comment, en fait ce qu'on va vous donner c'est des pistes, des outils et quelques exemples pour voir comment aujourd'hui on passe d'un business qui est essentiellement centré sur la vente de produits vers la mise en place, peut-être la monétisation de services à valeur ajoutée pour vos clients, car on en a la conviction, c'est là que réside la valeur pour l'avenir. Alors, bonjour à tous, moi je suis Nicolas Suchot, donc je suis en charge chez Microsoft d'ateliers orientés sur l'expérience utilisateur et sur des sujets qui sont un peu larges d'innovation. Très bien, tout fonctionne. Donc on va commencer par une brève introduction avant de rentrer dans le cœur du sujet. Pourquoi on parle d'innovation aujourd'hui avec vous? Pourquoi on parle de design de service? Tout d'abord, c'est parce que le marché a changé sous 3 angles qui sont très importants. C'est qu'aujourd'hui, quand on est une entreprise locale ou nationale, on se retrouve confronté à une concurrence internationale. Pourquoi? Parce que les frontières, les barrières géographiques sont tombées. Alors, sous plusieurs sens. D'abord, sous le sens de la communication, mais aussi grâce à des technologies comme le cloud, qui permettent de rentrer en contact avec un client n'importe où en quelques millisecondes. Mais c'est aussi le delivery. Le fait qu'un produit que vous achetez par Internet, vous pouvez l'acheter à l'autre bout de la planète, en 48 heures, il est chez vous, et peut-être dans quelques temps, même en 24 heures. C'est également aussi les modes de production qui ont évolué. Vous avez certainement dû entendre parler de grandes tendances comme la personnalisation de masse. Alors on va parler de technologies telles que l'impression 3D, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise qui s'appelle Gemio, qui, grâce à l'impression 3D, est capable de produire des bijoux à la demande, sur des délais qui sont très courts et à des coûts très réduits. De la même façon, j'ai l'exemple d'une entreprise chinoise qui a poussé le concept de l'impression 3D à l'extrême et qui est capable de produire en une journée 10 maisons et qui les revend 4 000 € l'unité. Donc là, on se rend bien compte que la transformation de l'organe de production va aussi avoir un impact. C'est également aussi des technologies qui changent les choses qui nous permettent de produire. Et là, je pense à 2 exemples. Par exemple, un designer espagnol qui propose demain, pourquoi pas, de fabriquer ses propres vêtements à partir de bonbons spray. Ou encore d'une designeuse en Angleterre qui s'est amusée à produire des vêtements à partir de thé et de levure de bière. Donc ça change complètement la structure des coûts. C'est des exemples qui ne sont pas communs, mais qui peut-être vont dessiner les futures industries de demain. Et enfin, le dernier pilier, c'est la concurrence. Cette concurrence qui, au-delà d'être internationale, elle est rapide, elle est agile. Concrètement, vous allez déployer un nouveau produit, un nouveau service. S'il n'est pas suffisamment difficile à reproduire, en quelques jours, quelques semaines, si vous avez de la chance, en quelques mois, ils vont être reproduits. Donc la question qu'on va se poser ici, c'est comment adopter une démarche d'innovation pour non plus se battre sur des coûts, sur des marchés qui sont connus, mais plutôt aller identifier des nouveaux marchés qui vont être générateurs d'une croissance pérenne. Pérenne, j'entends par là qu'ils vont être vastes, mais également qui vont être suffisamment jeunes pour que vous puissiez redéfinir les barrières à l'entrée et du coup développer votre business. Alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, tous les acteurs qui ont une stratégie essentiellement basée sur le produit, inévitablement, font face à une concurrence sur les coûts. Et donc le produit ne peut plus être un différenciant. Si vous pensiez encore que demain, vous alliez avoir le produit, on peut prendre des produits comme, vous savez, la marque à la pomme, qui sont très attractifs pour certains clients, ça va marcher un temps. Mais d'ici quelques temps, tout le monde les proposera et ce ne sera plus du tout un facteur différenciant pour attirer les clients vers votre business. Donc, la question, c'est où se dirige le marché aujourd'hui? Alors,
vous êtes, je ne sais pas de quel secteur vous êtes, mais je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être des pure players dans le e-commerce ou peut-être dans des réseaux de distribution. Aujourd'hui, nous, quand on discute d'innovation avec nos clients, ils nous parlent souvent de 5 grandes tendances. Donc déjà, l'expérience de shopping personnalisé. Alors on fait des choses qui commencent par être toutes simples. Connaître le profil client, savoir qui il est pour peut-être un peu mieux le servir, et aller un peu plus loin vers l'assistance personnalisée et continue. C'est la vision. Deuxième sujet, l'expérience omnicanal. Alors aujourd'hui, si on regarde les études, le multicanal est déjà bien implémenté chez la plupart d'entre vous. Si on va sur un site internet, on peut utiliser l'email, le téléphone, le chat, enfin, différents canaux. Ça marche plutôt bien. Mais on veut vraiment aller vers l'omnicanal, une expérience qui est continue, complète et cohérente. On entend beaucoup parler de la socialisation du parcours d'achat. Alors, on en parle beaucoup, on ne sait pas encore trop ce que c'est. Il y a plein de tests à droite, à gauche, et on ne sait pas encore où ça va atterrir. Les deux derniers, c'est la flexibilité et la réactivité. Donc là, beaucoup de choses autour du delivery. On parle aussi de l'avenue du click and collect. Je peux commander réserver sur le site, récupérer dans le magasin. Donc, il demande des gros efforts de transformation de l'entreprise, des fois en termes logistiques et de gestion des stocks. Et enfin, tout ce qui va tourner autour de la digitalisation du point de vente. Alors, c'est très intéressant, tous ces sujets. Il y a certainement plein de choses à faire. Mais je ne pense pas que je vous l'apprends. Certains d'entre eux demandent beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et au final, il faut se dire que dans, je ne sais pas, entre 2 et 5 ans, la plupart des acteurs seront au moins au point sur 2 à 3 de ces sujets-là, simultanément. Donc la question qu'on va se poser, c'est comment passer de ces tendances à l'élaboration de services à forte valeur ajoutée pour vos clients. Par où commencer et quelle démarche adopter? D'après vous, on va essayer de faire cette session un peu interactive. Est-ce que il y en a déjà parmi vous qui ont des idées sur... ou qui ont déjà peut-être expérimenté des choses? Ok, vous êtes encore un peu timide. Pas beaucoup, a priori. On ne va pas partir de quelque chose d'inconnu. On va simplement déjà se poser la question de connaître son client, développer une connaissance très fine de son client. Et on va voir avec Nicolas, pour commencer, avant de connaître très finement notre client, de comprendre dans quel contexte il évolue et pourquoi le client qu'on connaissait ou qu'on pouvait être, par exemple, dans les années 90-2000, il est confronté aujourd'hui à des problèmes complètement différents en 2014. Si tu peux. Alors, du coup, si on se plonge un peu en arrière, si on revient dans les années 90, c'est un peu loin pour moi, on va dire. L'information a été beaucoup capturée, en tout cas par les clients, dans les magasins. On avait peu de comparaisons, c'était assez difficile. Finalement, on était obligé de naviguer entre magasins pour avoir vraiment les informations qu'on souhaitait ou cherchait sur les produits. L'achat était simple et on avait une relation qui était très proche avec le vendeur. Donc le vendeur pouvait nous conseiller sur les scénarios qu'on pouvait avoir, sur notre usage produit, comment l'utiliser, comment le faire fonctionner. Alors, les années 2000, ça a été l'émergence des catalogues en ligne, donc une explosion un peu des sites e-commerce. Les comparateurs ont aussi émergé, donc là on a vu bon nombre de startups se créer, spécialisées là-dedans. On n'avait pas encore tout à fait développé, ou en tout cas optimisé ce qu'était la livraison, et on n'avait pas encore tout à fait les usages précis de tous nos produits qu'on allait potentiellement acheter sur Internet. Et 2014, voilà, on y est, enfin les années 2010. Aujourd'hui, on a une offre qui est mondialisée et personnalisée, comme l'expliquait Chendo tout à l'heure. On a des comparateurs qui aujourd'hui se spécialisent plutôt sur des prix, la livraison, les réductions. Et on a aujourd'hui des nouvelles tendances qui vont devenir des normes d'ici, on va dire, sans trop de spéculation, d'ici 3 à 5 ans, que le Next Day Delivery, le Click and Buy, le Click and Collect, et toutes ces autres tendances seront une généralité. Et du coup, en fait, ce qu'on comprend derrière tout ça, c'est qu'il y a 2 points qui ne sont pas encore adressés. Ces 2 points, c'est la compréhension, enfin, pas encore adressés par les entreprises. C'est la compréhension de la démarche d'achat et la valeur qui est recherchée par les clients. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les clients vont aller de plus en plus vers plutôt que d'avoir des services de comparaison, plutôt avoir de la curation ou de l'orientation. Ce que va rechercher un peu chacun d'entre nous, c'est qu'on soit plutôt orienté vers le bon produit ou qu'on ait tout du moins une sélection de produits qui conviennent à nos besoins. Et le deuxième point que l'on note, c'est qu'en fait, l'innovation va passer indéniablement... pardon, pas de bêtises. L'innovation va passer très certainement par la réussite en fait, de lancer des services d'accompagnement qui seront sur mesure et qui simplifieront la démarche d'achat et qui passeront finalement, qui réussiront en tout cas à aider les clients de passer d'une démarche où
je cherche un besoin, à une valeur forte qui lui sera apportée. Un point qu'il faut retenir là, sur ces trois parcours, c'est que s'il y a une vingtaine d'années, et je suis sûr que nombre d'entre vous sont en train de se dire il en parle alors qu'il était tout jeune, c'est vrai. Le parcours client, c'était plutôt prendre beaucoup de temps pour aller visiter des magasins et avoir un accès plutôt difficile à l'offre. Aujourd'hui, on est dans le contraire. C'est-à-dire tout est vraiment simple. Si je veux acheter, il suffit que je clique quelque part. Par contre, sur qu'est-ce que je vais acheter, là, ça devient compliqué. On a une offre de millions et c'est pas de milliards de références. Il faut se retrouver dans tout ça. Donc la véritable question, c'est comment faire pour qu'un client il vienne chez vous et pas chez le concurrent. Et c'est ce qu'on va voir, on va montrer quelques exemples. Alors, et les deux points qu'on tente de mettre en avant, là au tout début, sur la démarche d'achat et la valeur recherchée, c'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qu'essaye de faire votre client avant qu'il l'exprime sur votre premier point de contact, qui est le point de contact peut-être que vous utilisez aujourd'hui. Et enfin, d'essayer d'aller un peu plus loin et de voir si, au-delà de l'achat, vous pouvez l'aider à activer une valeur plus grande. Et il y a une statistique qui nous a particulièrement intéressés avec Nicolas, mais on ne reviendra pas dessus ici. On a trouvé récemment dans une étude américaine que tous les clients qui faisaient un achat supérieur à 500 $ aux États-Unis passaient en moyenne entre 40 jours et 120 jours de réflexion. Et la moitié d'entre eux ont indiqué que cet achat-là n'était que la partie d'un besoin beaucoup plus grand, mais qui n'avait pas exprimé. Et donc là, on s'est demandé, OK, mais qui les accompagne dans la réalisation de ce besoin? Et la réponse est, pas grand monde. Je te laisse continuer, Nicolas. On va voir. Juste pour revenir finalement sur qu'est-ce qu'un service d'accompagnement sur mesure. En fait, c'est très simple. C'est un service qui est pertinent, intuitif et proche du client. Alors pertinent, c'est tout simplement de l'empathie pour son client, réussir à se placer dans son contexte, lui proposer en tout cas la meilleure solution possible. Intuitif, c'est utiliser ses canaux, lui répondre de manière directe, donc ça peut passer par les réseaux sociaux. Et proche de lui, donc c'est finalement répondre le plus facilement à ses besoins et être en capacité d'échanger avec lui sur le bon ton. Alors si on prend un cas qui est assez intéressant, c'est les FAQ. Enfin, en tout cas, si on prend un exemple, c'est du coup cet exemple où je me place, j'ai un problème avec un produit. Donc je peux me rendre sur soit un site internet où je pourrais avoir des réponses à mes questions, et bien souvent je suis obligé de rentrer dans une catégorie. Donc déjà, il faut que je puisse trouver la catégorie en question dans laquelle peut rentrer ma question. Ensuite, trouver la question qui correspond le mieux à mon problème, et ensuite, est-ce que la réponse correspond bien à mon problème. D'un autre côté, on a des services qui sont en temps réel, comme cet exemple d'Amazon où c'est un chat qui est assez marrant, où on voit un échange qui était très très drôle, que j'ai récupéré sur Internet, et on voit que c'est un service très simple, intuitif, et qui finalement répond immédiatement aux besoins du client. On peut peut-être expliquer rapidement, parce que je ne suis pas sûr qu'on arrive à lire, ouais. Sur le chat là, qui a été pris sur Amazon, mais vous trouverez sur Internet nombre d'exemples chez Netflix et d'autres. C'est un client qui a un problème de livraison avec son produit, donc il utilise le live chat, et la première phrase que lui dit la personne qui est de l'autre côté, du coup, c'est « Bonjour, je m'appelle Thor ». Et donc là, le client qui lui dit ok, est-ce que moi je peux être Odin, qui dans la mythologie est le père de Thor? Et il commence à rigoler en fait. Et en fait, ils se prennent au jeu du coup. Ça crée une véritable relation. Et donc là, on a vraiment un exemple qui est très typique de... on s'est dit, bon, il faut qu'on aide le client et on va le laisser se débrouiller sur les forums, qualifier son problème et trouver une solution. La solution, ce n'est pas le live chat ici. Ce qui est intéressant, c'est l'interactivité qu'on crée avec le client. Le client, il n'est pas content, et je suis sûr que nombre d'entre vous, vous avez déjà eu ce cadeau ou cet objet que vous avez acheté qui ne marchait pas. Vous avez appelé le téléphone du support. Et la première chose qu'on vous dit, c'est appuyer sur 1 pour ci, sur 2 pour ça. Et puis après, vous avez la petite musique qui tourne en boucle, et vous demandez, mais quand est-ce qu'on va m'aider? Moi, là, j'attends combien de temps? 10 minutes, 15 minutes. Et là, on a une approche qui est très différente, qui dit, je ne sais pas quel est le parcours que le client a eu à faire jusqu'à moi. Par contre, je vais essayer de détendre l'atmosphère et d'interagir avec lui. Et pas forcément d'être un peu un robot et faire oui, bonjour, ok, résolu. Voilà. Alors, on va présenter maintenant quelques exemples, justement, d'entreprises qui, au-delà de ces exemples simples, sont allées beaucoup plus loin. Et pour être en accord aussi avec le sujet de notre conférence qui est sur passer du distributeur de produits au distributeur de services, des exemples d'entreprises qui ont fait ce changement pour aboutir justement à des services innovants pour leurs consommateurs. Alors oui, donc on va en présenter plusieurs. Alors pour commencer, on va vous présenter un cas qui est extrêmement intéressant à explorer, qui est le cas Gutenberg. Donc Gutenberg, c'est un mini-bar connecté qui a été lancé par Big, qui est une entité semi-autonome au sein du groupe Pernod Ricard.
et on va un peu décrypter ce cas. Alors, on va regarder une petite vidéo. Normalement, on doit se lancer. Alors, qui ne se lance pas. Ça, c'est problématique. Ok, c'est pas grave, on avance. Bon. Pas de vidéo, c'est des Bon, choses pas qui de arrivent. vidéo, alors je vous invite à regarder. Alors, Pour la petite- on va utiliser le temps de la non-vidéo pour vous expliquer de quoi ça parle. Alors en fait, Gutenberg. Non, déjà, on peut demander, est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de cette expérimentation qui est menée par Pernod Ricard? Vous pouvez lever la main? Devant, oui. Quelques-uns. Bon, des Ah gens bah, qu'on connaît bien, qui suivent l'actualité très proche. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que Pernod Ricard propose un objet très design qui se présente en fait sur une sorte de bibliothèque. Dans des petites cassettes, vous allez retrouver de l'alcool. Cet objet-là est connecté à Internet. Il va permettre, via une plateforme sociale, d'échanger des recettes et de précharger des recettes directement dans son bar pour se faire des cocktails à la demande. Ce qui est très intéressant dans cette idée-là, c'est qu'aujourd'hui, si je vous parle de Pernod Ricard, vous allez me dire, OK, c'est une entreprise qui vend de l'alcool. Donc c'est une entreprise qui vend du produit. Et dans ce qu'ils font ici, ils ont analysé justement, et je laisserai Nicolas après en parler, le parcours client, pour se dire, si en fait je laisse mon client dérouler son parcours normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il va organiser sa soirée, il va avoir un certain nombre de problèmes, et ces certains nombres de problèmes et de questions, c'est autant de vecteurs qui interviennent dans sa tête pour peut-être l'orienter vers votre concurrent. Et donc là, ils se sont positionnés avec un service qui est très très simple, et Nicolas va le décrire, qui se place dès le tout début du besoin, et qui va permettre d'activer la vraie valeur. Et la vraie valeur d'un client, ce n'est pas d'acheter de l'alcool, c'est de le consommer et de le consommer bien. Alors oui, juste pour vous expliquer un peu le contenu de la vidéo, tout simplement, Gutenberg, c'est un service qui est disponible en ligne. C'est un objet connecté qui permet en fait d'avoir un système de doses pour préparer un cocktail. Donc ce service est accessible en ligne et je peux en fait m'abonner et commander mes doses en fonction de ma consommation. Donc si je fais des cocktails à base de vodka, je vais pouvoir commander de manière régulière des doses de vodka. Et en fait, c'est un peu, pour vous expliquer, ou pour que vous puissiez imaginer, les dosettes Nespresso, pour vous donner un ordre d'idée. Et en fait, ce qu'ils ont réussi, qui est assez pertinent, c'est qu'ils sont passés d'un business où la vente d'alcool était centrale à un service de cocktail à la demande. Et en fait, lié à ce business où était centrale la vente d'alcool, il y avait quelques freins. C'était par exemple les cocktails qui étaient parfois compliqués à réaliser, il fallait se déplacer pour aller acheter de l'alcool. Donc si on reprend un peu le parcours client type le parcours de la réalisation d'un cocktail avant Gutenberg, c'était un peu compliqué parfois quand même de préparer une soirée avec une soirée cocktail. Donc il fallait choisir parfois qui ramenait quel type d'alcool, il fallait choisir les produits, il fallait ensuite passer à la phase de recherche de la recette, et ensuite parfois on n'était pas tout à fait d'accord sur quelle recette on allait réaliser, et chacun finalement préparait un peu sa propre recette. Et avec Gutenberg, c'est beaucoup plus simple. En fait, Gutenberg, la bouteille est définie en avance, puisqu'en fait vous avez de manière accessible via une application mobile, parce qu'il y a une application qui est liée donc à l'objet connecté, une présélection en fait d'alcools qui sont disponibles à l'achat, donc à la commande. Ensuite, mes boissons sont directement livrées à domicile. Donc là, je peux choisir la date de livraison des boissons à domicile. Donc c'est des petites dosettes qui sont packagées spécialement pour pouvoir s'enclencher dans l'objet connecté. Et j'ai un conseil en fonction de mes goûts. Donc en fait, je peux choisir mes alcools préférés, avoir des recommandations de cocktails, et toutes mes recettes sont définies pas à pas. Il y a aussi un point qui est assez intéressant, c'est que il y a un conseil et un accompagnement qui est accessible tout le temps. Donc en fait, en fonction de ma récurrence de consommation d'alcool ou de soirées, de cocktails, je vais avoir des propositions en fonction des dates pour proposer d'autres découvertes ou d'expérimenter d'autres cocktails, tout simplement. On est passé un peu vite là, de l'un à l'autre. Ce qu'il faut retenir, c'est que on peut revenir peut-être sur le précédent. C'est le précédent, celui-ci? Ouais. Si on regarde ici, donc on a un parcours quand même qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes. Donc on a essayé quand même de faire simple et de ne pas tout détailler. Vous voyez, il y a des questions déjà quand vous invitez vos amis à la maison pour une soirée. Vous vous demandez, mais comment je fais? Et soit vous dites à chacun ramener une bouteille d'alcool, soit vous allez faire quoi? Vous allez vous dire, bon, on est à peu près tant de personnes, je vais choisir 3 cocktails phares, j'achète ces alcools-là, et puis après on se débrouille. Puis quand vous êtes à la soirée, soit vous avez votre super pote mixologue qui est capable de faire des cocktails à la demande,
et c'est cool, soit vous n'en avez pas ou il n'est pas là ce soir-là. Et vous vous retrouvez soit aller sur Internet chercher des recettes, mais alors là c'est compliqué, parce que vous n'avez pas tous les ingrédients, vous n'avez pas tous les trucs, et puis au final vous ne savez pas trop avec quoi vous ressortez. Si on repasse sur le suivant, ici, toutes ces étapes qui sont complexes ont été supprimées. Plus de besoin d'aller en magasin, c'est une livraison à domicile. Il y a des étapes à forte valeur ajoutée qui apparaissent. Sur la sélection et commande, c'est une plateforme sociale, donc vous avez directement accès au goût de vos amis, et vous pouvez directement savoir combien de recettes de cocktails vous pourrez faire si vous décidez d'acheter tant ou tant d'alcool ou d'ingrédients différents. Et de la même façon, ce qui était un savoir-faire un petit peu d'expert, c'est-à-dire comment je prépare un cocktail, c'est une préparation assistée, étape par étape, n'importe qui peut le faire. Et donc finalement, la proposition de valeur qu'ils ont, c'est de proposer un service de production de cocktails à la demande. Je choisis, je suis livré, j'ai mon cocktail à la demande. On va passer à un deuxième exemple. Alors un exemple un peu plus poussé. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Zappos. Donc Zappos, c'est la fameuse entreprise américaine qui est leader donc, sur la vente de chaussures sur Internet. Donc ça a été racheté par Amazon il y a un petit moment maintenant. Donc ils sont aux alentours de 2,5 milliards de chiffre d'affaires annuel. Ils ont un service client qui est réputé à travers le monde. Et en fait, ils ont aussi un laboratoire qui est spécialisé dans les expériences innovantes. Donc en fait, ce Zappos Lab, ça fonctionne un peu comme le BIC de Pernod Ricard qui était à l'initiative de Gutenberg. Et ils ont lancé très récemment un projet qui s'appelle Glancy. Alors Glancy, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a 2 ans, ils se sont posé une question qui était... ils se sont rendus compte finalement que leurs clients avaient des difficultés parfois à naviguer à travers tous les produits du catalogue de chez Zappos. Donc il faut savoir quand même qu'il y a 121 000 produits sur le site et il y a environ 1000 marques référencées. Donc ils ont identifié une partie de la clientèle qui avait des difficultés à naviguer à travers ce catalogue et qui recherchait plus une expérience de découverte de produits liés à des goûts, des univers et qui pouvaient mêler à la fois habillement, chaussures, enfin voilà. Donc du coup, ils sont passés d'un modèle où avant ils étaient centrés sur une relation de vendeur proche de ses clients, qui était via tous les canaux possibles et imaginables de CRM ou ce qu'ils échangeaient sur les réseaux sociaux, voilà, à plutôt un modèle où ils étaient un service de curation avec des univers personnalisés. Pour aller plus loin, cet été, en fait, ils sont allés, donc c'était juste cet été, ils ont lancé une nouvelle application qui est en fait Ask Zappos. Et Ask Zappos, c'est tout simplement pour répondre un point qu'il se posait comme question, c'est comment capturer des clients qui n'étaient pas forcément intéressés par leurs produits. Alors en fait, tout simplement, ce qu'ils ont décidé, c'est de capturer tous les clients. Ils ont décidé de proposer en fait un service en ligne qui est tout simplement un personal shopper. Donc vous trouvez un produit qui vous plaît en magasin, ou vous trouvez un produit qui vous plaît dans la rue. Vous pouvez poser une question directement à quelqu'un du service de chez Zappos qui vous répondra, qui vous dira ce produit-là est plutôt, tu peux le trouver dans tel type de catalogue, tout ça, etc. La valeur de ça derrière, c'est la possibilité en fait d'engager potentiellement un client sur les produits du site internet. Mais c'est aussi pour eux potentiellement de ne pas avoir de clients qui seraient engagés derrière. En fait, ce qui est fort dans cette approche, c'est que je ne sais pas vous comment vous faites, mais bon, moi quand je cherche un produit, et que je ne sais pas trop bien qu'est-ce que je cherche, ou j'ai vu un truc sympa dans une boutique et je veux savoir si je peux le retrouver sur Internet, je fais comme 99% des gens en France, je vais sur un moteur de recherche, je tape super chaussures rouges que j'ai vu ici ou je ne sais quoi, et puis ça me donne une liste de résultats. Cette liste de résultats, c'est votre principal concurrent. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas classé au top, et ça vous le savez tous, puisque le référencement est un des enjeux clés et de base, mais admettons que vous n'y soyez pas sur cette requête-là, eh bien vous ne captez pas le client et vous allez le laisser qualifier en fait son besoin et peut-être le réaliser auprès de quelqu'un sans l'avoir jamais connu. Donc en fait, vous perdez une vente par l'ignorance d'un client. Et potentiellement qui partent à la concurrence. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont dit, mais comment mon client, je ne le rends pas ignorant, mais je le rends sachant de l'offre que j'ai. Et ils se positionnent en véritable conseiller, expert de la mode. Donc quand vous envoyez cette photo avec l'application, vous êtes mis en relation directe avec des stylistes qui vont analyser votre goût et qui vont vous faire une proposition sur la base à la fois des produits de chez Zappos, mais également de toute l'offre. Alors, ce n'est pas un réseau de partenaires, mais de l'offre des principaux sites de distribution de chaussures. Ainsi, ils agissent comme un point d'entrée et ils préfèrent perdre une vente de façon sciente, c'est-à-dire de dire « Ok, je ne pouvais pas répondre aux besoins de ce client-là », plutôt que de se dire « J'ai perdu une vente parce que le client ne savait pas que la meilleure offre était chez moi ». Dernier exemple, en fait, c'est un cas assez intéressant qui a été lancé par Walmart, qui est Shoppycat. Alors, je pense qu'on s'est tous retrouvés un jour à vouloir chercher un cadeau pour un ami et on a tous eu des difficultés à le trouver. Alors, on avait une petite vidéo, mais malheureusement, je pense qu'elle ne va pas marcher non plus.
Looking for the perfect gift but don't know what to buy? Just use Walmart ShoppyCat. Walmart ShoppyCat reviews your friends and family's shared Facebook info, hobbies, interests, activities, and creates a list of great gifts. Search by name or by interest. Then select a gift and buy with just one click. And because it's Walmart, you know you'll always get a great price. Birthdays, holidays, graduations, last-minute celebrations, the perfect gift is just a click away. Walmart ShoppyCat, your holiday gift finder. Install it today at facebook.com/ShoppyCat. Alors très rapidement, c'était quoi le parcours avant de l'achat de cadeaux? Globalement, c'était un peu compliqué parfois. Donc il fallait solliciter des amis pour avoir plutôt des recommandations des proches. Trouver un cadeau, il fallait savoir est-ce qu'il était disponible en magasin, est-ce qu'il correspondrait au goût d'un ami. Et ensuite, je n'étais pas forcément satisfait du cadeau, du prix, et parfois ça ne correspondait pas du tout. Et en fait, là où c'est la force un peu de ShoppyCat, c'est que le tout est réuni en un seul service. Vous pouvez vous connecter à cette application et avoir les goûts de vos amis et directement acheter derrière le produit. Donc c'est une expérience simple qui permet de trouver... Comment ils connaissaient les goûts des amis? Comment, pardon? Comment ShoppyCat connaît les goûts de tes amis? ShoppyCat connaît les goûts des amis grâce à Facebook. Voilà. Donc en fait, c'est les likes qui étaient de vos pages ou de vos intérêts sur Facebook qui étaient remontés au travers de l'application. Donc là, on a une belle illustration de comment mettre à profit les réseaux sociaux pour générer de la vente. Alors, petite conclusion de tous ces cas. Alors, les points communs, c'est qu'il y a une équipe réduite dans chacun de ces projets. Ces projets sont conduits de manière agile. Il y a une connaissance très fine des clients et des produits. Et il y a surtout une nouvelle approche. Et cette nouvelle approche, Sendo. Alors, justement, donc, je ne sais pas si tous ces cas ont été pertinents pour vous. Peut-être que oui, et je dirais sûrement que non, parce qu'ils ne sont pas alignés avec tous vos secteurs d'activité. Mais la question qu'on va se poser, c'est quelle démarche ils ont adoptée pour arriver à ces idées-là? Parce que soit vous pouvez faire pareil, évidemment, vous attendez que quelqu'un le fasse et vous imitez, soit vous pouvez inventer votre propre facteur différenciant. Alors, la plupart des entreprises qui se lancent dans ce genre de démarche, elles conçoivent et elles abordent l'innovation différemment. En partant d'un constat, c'est qu'on ne peut plus se limiter à faire de l'innovation incrémentale, il faut aller vers de l'innovation de rupture. On en parlait au début. Alors, on va présenter un premier concept qui est apporté par une société de design américaine qui s'appelle IDEO, qui nous dit que déjà la première chose à faire, c'est d'arrêter de faire les choses en séquence. Arrêtez de se dire j'identifie un problème, je trouve une solution, puis après je me pose la question de comment je le produis, comment je le market, comment je le distribue. Tous ces problèmes, tout ce cycle, il faut l'adresser sur un cycle très très court pour se rendre compte d'une chose rapidement, c'est est-ce que je dégage de la valeur, oui ou non, pour mes clients. Et donc, ils ont formalisé ça sous la forme de ce petit schéma qui dit que quand on commence un projet, il faut réunir les compétences et l'approche pour se poser 3 questions. Est-ce que mon projet ou mon service est désirable? Est-ce qu'il est viable au sens de l'entreprise? Et enfin, est-ce qu'il est faisable? Et mon focus, ça va être la valeur que je dégage à travers l'expérience que j'apporte autour de ces trois notions. C'est très perturbant, cette télécommande. Et alors, l'objectif, c'est d'éviter ce genre de choses. C'est une photo qu'on a trouvée avec Nicolas il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, qui est assez rigolote, parce que vous avez un exemple typique de ce qu'on a fait pendant des années et des années. Donc là, il y avait un problème. C'était l'accès à un lieu, on ne sait pas trop lequel. Et donc il y a quelqu'un quand même qui a eu cette idée saugrenue de se dire on va mettre un chemin avec une barrière pour les voitures, et puis comme c'est trop dangereux pour les piétons, on va faire un petit truc biscornu pour qu'ils passent. Et en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte en pratique? C'est qu'il n'y a certainement pas grand monde qui utilise ce petit chemin, et que tous les gens passent à côté. Parce que leur vrai usage, c'est le chemin d'à côté. Pourquoi? Parce que peut-être il n'y a pas vraiment beaucoup de piétons, il y a peut-être plus de cyclistes, ou des gens qui courent, qui n'ont pas envie de se faire un petit délénum comme ça. Et voilà. Et la valeur pour vous quand vous allez investir dans le développement de quelque chose, c'est évidemment de ne pas se tromper et de construire cette barrière, et plutôt de choisir le bon chemin. Donc d'essayer de vraiment bien comprendre quelles sont les choses que vos clients font peut-être déjà sans l'exprimer, quelles sont celles qu'ils aimeraient faire mais ne font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, pour vous placer sur ce segment-là. Et c'est là qu'il y a de la valeur. Alors, cette approche en innovation, c'est d'abord penser l'innovation autrement. Historiquement, on avait des directions R&D ou des petites équipes, le mec un peu técos qui s'y connaît en nouvelles technologies. Là, l'innovation aujourd'hui, pour répondre à ces objectifs de time to market, de valeur, de rapidité, il faut la penser en écosystème. Donc c'est d'abord l'écosystème de l'entreprise, donc briser les silos, faire travailler les gens en équipe cross,
mais aussi mobiliser son écosystème d'acteurs. Des choses évidentes, ses fournisseurs, ses clients, ainsi de suite, mais également des chercheurs, des universités, voire des entreprises d'autres secteurs qui ont des compétences que vous n'avez pas du tout. Quelques éléments clés pour lancer ce genre de démarche. 4 facteurs de succès qu'on ne peut pas louper. C'est déjà bien de trouver un bon sponsor, parce que parler d'innovation, vous verrez, beaucoup de gens en parlent, peu de gens arrivent à l'opérationnaliser. Il faut définir une direction, donc un sponsor et une mission. Avoir les bonnes méthodologies, savoir identifier et mobiliser son écosystème, et enfin se garantir une agilité et une autonomie pour pouvoir avancer à bon rythme et rester compétitif. Alors on va présenter rapidement quelques outils. Donc sponsor et mission, il faut avoir un sponsor qui est élevé. Je ne reviendrai pas là-dessus, je pense que vous savez pourquoi. Et la mission, il y a vraiment 3 critères, 3 piliers sur lesquels il faut bien la définir. 1, l'ambition. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Est-ce que vous cherchez à identifier quelque chose de nouveau pour commencer une nouvelle business unit, ou d'importer une nouvelle idée pour la ramener dans votre business tel qu'il est aujourd'hui et le faire évoluer? La stratégie. Est-ce que vous êtes une stratégie plutôt d'analyse des besoins? Vous allez observer vos clients pour détecter des nouveaux segments de marché? Ou est-ce que vous allez être, par exemple, un technology driver? Bon exemple, Amazon, qui était un marchand en ligne et qui est devenu un des acteurs majeurs du cloud en valorisant son savoir-faire informatique. Enfin, les contraintes. Quelle durée vous vous donnez pour réussir? Quel financement vous avez? Est-ce que c'est un financement sur 3 mois, sur 1 an, sur 2 ans, 3 ans? Et enfin, quel modèle vous voulez adopter? Est-ce que vous voulez internaliser des ressources ou est-ce que vous voulez externaliser? Ensuite, une méthodologie, le design thinking, qui repose principalement sur 4 grandes notions. L'empathie, cette capacité à se projeter et à étudier les clients. La visualisation et l'expérimentation, parce que si on fait travailler des gens qui n'ont pas les mêmes métiers, pas les mêmes compétences, il faut uniformiser tout ça et permettre aux gens de comprendre les problèmes de la même façon. La co-création, travailler en atelier sur des cycles courts. Et enfin, l'itération rapide. Et cette méthodologie, on va l'appliquer selon une phase. Donc là, j'ai repris une des modélisations les plus classiques qui est proposée par le Design Council. C'est la méthodologie en double diamant, qui part du principe qu'il y a 2 phases dans un projet. Déjà, savoir qu'est-ce qu'on veut faire, identifier le problème. C'est la première phase de divergence et de convergence. C'est une phase où on va essayer de se nourrir, donc d'aller discuter avec des gens, d'entrer en contact avec des experts, et on va voir quels outils sont à disposition aujourd'hui. Et une deuxième phase qui va permettre de passer d'une idée ou d'un concept à la réalisation. Alors, je vais passer cette slide, on fera des questions-réponses après. Pour mobiliser justement son écosystème, on a plusieurs outils aujourd'hui qui sont à disposition de l'entreprise. Par exemple, le think tank, qui permet de réunir, qui est un très bon format pour prendre des experts de votre entreprise, de l'extérieur de votre écosystème, et débattre de tendances. Objectif, faire ressortir ce qui va impacter le consommateur demain, et vous donner du coup des lignes de recherche. Ça peut être l'Innovation Academy. Comment vous vous impulsez une dynamique d'innovation dans l'entreprise. Alors là, on a discuté avec pas mal d'entreprises. Il y a vraiment plein de façons de faire. De l'entreprise qui met en place de la formation, de celles qui organisent des expositions, des conférences, des entreprises qui amènent leurs employés visiter d'autres entreprises ou des startups. Il y a le modèle de l'incubateur, où là, c'est plutôt comment j'identifie une idée, je mets des gens d'un peu partout et j'accélère. Le hackathon, qui est un format où je mets plutôt un brief et j'active un écosystème pour me trouver des solutions à ma place. Après, vous avez votre idée. Comment passer de l'idée à la réalisation? Soit vous avez un modèle dont on parle beaucoup aujourd'hui, les Fab Labs. Alors, Fab Lab, je ne pense pas que tous vous puissiez avoir ce genre de choses, ça coûte assez cher à mettre en place. Mais le principe est très intéressant, et vous avez plein de Fab Labs ouverts, donc je vous invite, si vous n'en avez jamais visité, à aller en visiter. C'est de mettre à disposition de chacun tout un tas d'outils pour pouvoir expérimenter. Donc ce qui est très intéressant, c'est que vous allez vous retrouver à la fois avec des experts et des novices, et vous allez pouvoir tester par vous-même si une idée que vous avez, elle est faisable, et si elle dégage la bonne valeur que vous recherchez. Ou vous pouvez travailler sur un modèle en écosystème. Vous connaissez très bien des petites boîtes ou des startups un peu dynamiques qui peuvent faire pour vous en une semaine plein de choses, et vous les activez. Ou enfin, le dernier modèle qu'on retrouve, c'est l'électron libre. Vous avez la chance d'être dans un grand groupe, d'être peut-être dans un ensemble d'entreprises partenaires, et de pouvoir mobiliser des outils industriels pour votre projet. Comment ça s'organise? Sur le planning qu'on a vu juste avant, ça s'organise comme ça. C'est-à-dire que l'innovation d'académie, c'est plutôt, je dirais, une des premières initiatives qu'on peut lancer pour identifier en mode bottom-up des idées. Le think tank pour essayer de travailler une idée, identifier une direction un peu plus précise. Le hackathon qui peut être là pour faire apparaître des idées ou un premier prototype de réalisation.
l'incubateur, qui est le parfait élément de transition pour passer de l'idée à la réalisation, et enfin, le modèle en écosystème ou le Fab Lab dont on parlait avant. Alors, on va terminer par 5 petits conseils, et je préfère garder du temps pour répondre à des questions ou aller plus en détail sur certains points qui vous ont intéressé. Si vous voulez commencer votre initiative aujourd'hui et avoir des résultats concrets, vous pouvez déjà commencer par identifier vos écosystèmes. Là, vous allez me dire, mais nous, on les connaît déjà tous. Certainement que vous les connaissez. Identifier son écosystème, c'est surtout savoir quelles sont les compétences qu'ils ont et que vous n'avez pas et qui pourraient vous être utiles, et surtout leur dire en quoi vous êtes bon et en quoi cette compétence-là peut leur être utile. Et ça peut être des compétences humaines ou ça peut être du capital immatériel, des brevets, des savoir-faire et d'autres. C'est aussi commencer par agréger votre communauté de clients et animer-la pour les connaître, discuter avec eux. Adoptez enfin une démarche itérative. Partez pas dans des grands projets, faites un peu du essayez vite, se tromper vite, pour vous orienter vite vers des pistes à succès. Et enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite, alors j'ai passé cette slide-là, mais je pourrais discuter avec vous pour ceux qui sont intéressés, dérouler des outils qui sont comme ceux qu'on a présentés, le parcours client. Posez-vous vraiment la question de, entre l'idée et la valeur recherchée par votre client, qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont chaque étape? Ou allez avec lui sur un parcours, observez-le pour savoir ce qu'il fait. Ou encore faites ce qu'on appelle un service safari, c'est-à-dire vous prenez votre équipe et vous déroulez vous-même tout le parcours client pour vous rendre compte à quel point c'est facile ou pas facile de faire quelque chose. Voilà, on en a fini pour cette présentation. J'espère que ça vous aura donné quelques clés pour commencer une première initiative. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? Oui, je ne sais pas comment on fait, on va descendre, on va passer le micro. Moi, je peux passer dans la salle, vous donner le micro si vous voulez. Non, pas de questions? J'y vais. Vous nous entendez? Oui. Oui, c'était par ici. Bonjour. Excusez-moi, concernant le point où vous dites qu'il ne faut plus seulement vendre le produit, mais créer un service autour, comment ça se passe pour certains produits? Si je prends l'exemple de la vente de cartouches d'encre, si nous avons un site internet qui ne reflète plus cette vente de cartouches, mais plutôt des services orientés consommateurs, est-ce qu'on ne pourrait pas perdre cet instinct, cet objectif premier du site qui est de vendre et plutôt créer une sorte de pseudo-réseau social après? Alors, sur cet exemple-là, la question qu'on peut se poser, c'est une très bonne question parce que la vente de cartouches d'encre, c'est de la vente de consommables. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour simplifier et quelle est la véritable valeur recherchée par votre client? Si on vend des cartouches d'encre, la valeur qu'on recherche, c'est l'impression. Maintenant, alors l'impression, je vais pas dire que le papier, c'est fini. Il y a encore quelques années, je pense, devant nous. Mais la véritable question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que votre client fait avec ce papier et pourquoi il en a besoin? Donc, si je devais pousser loin une initiative d'innovation, je dirais que ce qui peut être intéressant, c'est de savoir comment vous pouvez proposer une solution qui est à coût acceptable, qui est déployable facilement, qui peut remplacer même tout le cycle de « j'ai besoin d'une cartouche d'encre pour imprimer un papier qui va me servir à faire quelque chose, et ce quelque chose, j'ai besoin de savoir ce que c'est ». Donc potentiellement devenir imprimeur, pourquoi pas. Et c'est un très bon exemple parce que vous vendez des cartouches d'encre, mais je pense que tu connais le modèle de Xerox, qui ne vend ni ses machines, ni ses cartouches, mais qui vendent de l'impression. Donc ils vendent un contrat, et puis tout est simple. Donc il n'y a jamais de rupture, de flux. Et si ce qui t'intéresse c'est d'imprimer, tu pourras toujours imprimer parce qu'eux prennent en charge tout le service. Donc la véritable question, c'est de se dire, si vous avez la capacité de pouvoir identifier ces besoins amont, comment vous commencez à développer ces services annexes qui peut-être seront monnayables, vont vous driver de l'audience. Dans le cas de la cartouche d'encre, je ne sais pas si ce serait quelque chose de pérenne, je n'ai pas d'avis particulier là-dessus, mais c'est ce que je conseillerais. Ça répond à ta question? Il y avait la question aussi sur les réseaux sociaux, je crois. Derrière, il y avait une autre. Oui. Non, la question, ce n'est pas de présenter sur un site des services. La question, c'est de mettre en place des services pour votre client. Donc oui, il faut les présenter quelque part. Je ne pense pas que le service doit prendre le pas sur l'offre. L'offre, c'est un basique, il faut qu'elle soit présentée, sinon personne ne va aller acheter. Par contre, la question, c'est comment cette offre-là, on la met en avant. Déjà, sur un site Internet, aujourd'hui, les grandes tendances, si vous avez des sites Internet, je pense que vous avez entendu parler de ça, c'est la navigation par facettes. C'est-à-dire, au lieu de faire des catégories de navigation
où l'utilisateur doit dire oui, moi je préfère le rayon alimentaire, tel rayon, tel titre, tel truc, et naviguer comme ça. Vous proposez un ensemble de critères, type de marque, type de prix, et ainsi de suite, qui vont directement filtrer l'offre. Aller plus loin, c'est de se poser la question comment vous pouvez proposer à peut-être vos clients les plus fidèles des services qui simplifient encore cette démarche-là. Donc ce n'est pas de devenir un réseau social, hein, et ce n'est pas de faire un service et d'oublier l'offre que vous proposez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être beaucoup d'idées qui bouillonnent. Bon, je vous invite à... Je ne sais pas si on vous enverra si la presse est communiquée aux participants. Enfin, en tout cas, on la publiera sur Internet. Juste si vous êtes curieux pour explorer un peu plus loin le sujet, on est en conclusion d'un livre blanc qu'on devrait publier d'ici peu de temps, donc sur le sujet des stratégies d'innovation dans les grands groupes. Donc voilà, un peu un panorama pour vous aider, en tout cas, à déployer dans vos structures potentiellement des formats d'innovation. Voilà. Merci à vous. Bien, merci. Merci beaucoup pour cette présentation très vivante, avec des exemples concrets. C'est toujours utile. J'espère que ça nous aura ouvert les yeux sur la manière de penser les services digitaux de demain. Et j'en suis sûr, ça aura retenu l'attention de nos participants. Dans quelques minutes, nous allons commencer d'ici un quart d'heure. Hein, mais je vous invite à rester avec nous. Une session spéciale du collectif de la performance et acquisition sur le thème une vision élargie du marketing à la performance. Le collectif nous présentera ses nouvelles missions. Merci.